La suite logique, c'est de continuer avec les boucles. Donc, une boucle, souvent nommée for loop ou while en programmation, a une différente nomenclature en Python. En Python, la boucle la plus simple est simplement d'utiliser for sur une liste. Donc, si nous avons une liste avec plusieurs éléments, donc si notre liste comporte 1, 2, 3, 4, 5 éléments, et qu'on veut itérer sur chacun des éléments, donc on veut potentiellement les modifier ou simplement les afficher. Donc on va utiliser une boucle. Cette boucle va simplement itérer à travers chacun des éléments. Donc ici, chacun des éléments qui va être itéré va s'appeler avec la variable qu'on va choisir. Donc ici, j'ai choisi lm pour élément. Et cette variable-là va contenir chacun des éléments, un à la suite des autres, qui sont dans la liste. Cela va simplement itérer et afficher, puisqu'on a utilisé print, on va simplement afficher chacun des éléments contenus dans la liste. Par contre, on pourrait aussi faire des modifications sur les éléments. Donc on pourrait, avant de les afficher, ajouter 2. Donc on peut s'imaginer que chacune des valeurs va avoir 2 qui ont été ajoutées. On pourrait également, comme on vient de le voir, rajouter des conditions. Donc on pourrait seulement afficher les éléments plus grands que 5. Donc si l'élément est plus grand que 5, bien, ici on va l'afficher. Par contre, il va falloir ajouter l'indentation. On pourrait enlever la partie plus 2 ici. Donc simplement afficher la valeur qui était dans la liste si cet élément-là était plus grand que 5. Oups, j'ai oublié un 2 points. Et voilà. Donc on peut voir qu'ici, on a seulement affiché les éléments qui étaient bel et bien plus grands que 5. Donc cette boucle nous permet de traverser la liste et potentiellement d'ajouter des conditions, de manipuler, de modifier les éléments à l'intérieur de cette liste-là. Il existe une autre façon d'itérer à travers une liste ou une structure de données en utilisant des indices. Cette approche est beaucoup plus similaire à celle employée en C, C++ ou même Java, où on vient créer un itérateur, un indice d'itération. Donc ici, au lieu d'itérer à travers les éléments directement, on va créer une variable qu'on va nommer simplement i, qui va varier d'un indice à un autre. Pour créer cette liste d'indices-là, en Python, on utilise la fonction range qui va permettre de créer une liste d'indices de la taille désirée. Donc ici, si je veux 5 indices, on va utiliser range de 5. Ces indices-là vont donc aller de la valeur 0 à 4, puisque comme on avait vu dans un tableau ou une liste, le premier élément commence à l'indice 0. Donc ici, cette liste de 5 éléments-là vont simplement être 0, 1, 2, 3 et 4. À quoi ça sert de créer une liste d'indices? On a vu tout à l'heure que c'était possible d'accéder aux éléments en utilisant l'opérateur bracket. Donc avec les square brackets, donc les parenthèses carrées, on pouvait accéder aux éléments par les indices. Donc si je reprends ma liste ici, au lieu d'afficher simplement la valeur, je pourrais avoir les éléments, donc E,
ça va être mon élément ici, qui va être égal à ma liste à l'indice i, donc à la position i. Et ici, au lieu d'afficher la valeur de l'indice, donc i, je vais afficher l'élément, donc l'élément à la position i dans la liste. On peut remarquer que c'est une autre façon d'itérer à travers une liste. Donc, ici, on va parcourir directement les éléments de la liste. Dans ce deuxième exemple, on va créer un indice qui itère avec les positions, ici de 0 à 4, puisqu'on a 5 éléments. Et on va attribuer une variable, donc E, à chacun des éléments de notre liste et ensuite l'afficher. Dans cet exemple-ci, on a choisi manuellement la longueur, mais si on voudrait vraiment parcourir la liste en entier, on pourrait utiliser la grandeur de la liste. Donc, len, pour avoir le nombre d'éléments dans une liste, et ensuite, on pourrait simplement mettre la grandeur de la liste. Donc, comme ça nous permet de parcourir l'ensemble de la liste sans être obligé d'indiquer quel était le nombre d'éléments. Donc, par exemple, si ici, je change le nombre d'éléments, donc j'ajoute un nouvel élément, 444, on peut voir que ici, automatiquement, ça va itérer sur tous les éléments. Et pareil, comme on a changé la grandeur, donc la grandeur maintenant sera de 6, ça va créer une liste d'indices i. Donc, on pourrait voir, on pourrait afficher l'indice et l'élément. Donc ici, on va afficher la variable i, qui est l'indice, et un string qui contient 2 points, et ensuite la variable e. Donc c'est une autre façon d'utiliser le string, une façon un peu plus avancée, c'est pas nécessaire. Mais ici, ça nous permet d'afficher l'indice, et on voit ici l'élément à la position 0, c'est 1. Et etc. On peut voir jusqu'à 444. Donc, avec la fonction range, on peut également faire une liste d'indices un peu plus complexe. Donc, on peut donner 3 valeurs pour range. Donc, dans le premier exemple, ici, on a simplement donné le nombre d'éléments qui étaient dans la liste. Mais on peut également dire à quel endroit commencer, à quel endroit arrêter et quel sera l'intervalle, donc les steps, la grosseur des pas qu'on fait. Donc, dans cet exemple-ci, on pourrait donner 3 comme départ, 12 exclus comme arrêt et faire des bonds de 2. Donc, on peut voir 3, 5, 7, 9, 11. Dans l'autre exemple, on voit une application comme je l'ai fait précédemment, mais avec une liste de strings. Et on voit qu'il y a différentes façons d'utiliser la fonction d'affichage. Donc ici, on a simplement mis des virgules entre ce qu'on veut afficher. Ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle le f-string. Sinon, en Python, il existe une autre façon d'itérer à travers une liste en retournant les indices et la valeur des éléments avec la fonction enumerate. Donc, enumerate sur notre liste. Donc ici, c'est une liste de texte. Ça va nous retourner l'indice i et la valeur, donc l'élément à la position i. Donc ça donne exactement comme précédemment. C'est un peu plus beau visuellement puisqu'on n'est pas obligé d'ajouter range de len. Ici, dans enumerate, ça va automatiquement retourner l'indice, donc la position de chacun des éléments, et la valeur de ces éléments-là.
Finalement, un autre type de boucle, le while ou le do-while, qui permet d'itérer sur une séquence d'exécution, de commande, jusqu'à une certaine condition. Donc la condition qu'on donne ici, c'est la condition, on appelle ça la condition d'arrêt, mais en fait c'est la condition où on va continuer à boucler. Donc ici, on va boucler tant que B est plus petit que 10, et une fois qu'on arrive à cette condition-ci, et que la condition n'est pas garantie, donc que B devient plus grand que 10, on va simplement arrêter et sortir de la boucle. Donc ici, la boucle fait simplement une itération sur deux variables, A et B, initialisées à 0 et 1. Et on va créer une nouvelle valeur, une variable temporaire, qui va être la somme des deux variables. Et ensuite, on va mettre à jour A et B pour qu'elles soient ces nouvelles valeurs. Donc on va avoir 0, 1, 1 et 1, ça va donner une somme de 2, etc. Ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. On peut remarquer que quand B a dépassé la valeur de 10, on a arrêté de continuer l'exécution. Donc la dernière valeur ressortie est plus grande. Parce que puisque la valeur temporaire 13, on l'a quand même calculé. Et ensuite, 13 est plus grand que 10. Donc on a arrêté de boucler. Le deuxième exemple de while fait le même calcul, sauf qu'au lieu d'utiliser deux variables et une variable temporaire, on va utiliser la liste. Donc on va avoir une liste qui débute avec deux éléments. On va avoir ici la condition ne sera pas la même, on va itérer jusqu'à temps d'avoir un tableau qui contient 10 valeurs. Et on va avoir une nouvelle valeur qui va être la somme des deux derniers éléments. Donc on va faire le même calcul, sauf qu'au lieu de garder deux variables à jour, au lieu de les garder à jour de cette façon-ci, on va simplement les ajouter à une liste. Et finalement, une fois qu'on va avoir 10 éléments, on va afficher le résultat.